J'ai envie de rentrer directement dans le sujet, ou en tout cas l'un des sujets qui se cache derrière cette question de acheter des prestations d'ingénierie. Ouais, C'est le sujet du prix. Comment en fait on peut vraiment mesurer le prix d'une prestation d'ingénierie? Combien ça coûte l'ingénierie? ouais. C'est une super bonne question parce que c'est un des points clés. Quand on travaille avec un prestataire, que ce soit de l'ingénierie ou pas, que ce soit votre avocat, votre plombier ou une boîte d'ingénierie comme la nôtre, vous allez essayer de faire un truc incroyable, c'est de relier le temps qu'il va mettre à faire la chose au prix auquel il le vend. Si votre avocat va travailler 2 heures sur un contrat, vous avez tendance à vous dire, bon, bah, le prix de ce travail-là, c'est 2 heures fois quelque chose. Si votre plombier vient chez vous, il faut faire une intervention d'urgence sur une petite fuite et que ça lui met 1 heure, le prix de la prestation, vous avez tendance à la rapprocher du temps qu'elle met. C'est tout à fait normal, c'est pas tout à fait débile, bien sûr, mais en vrai, il faut comprendre quelque chose de très important quand on veut être sérieux pour travailler des prestataires, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rapport entre le temps et le prix de vente. Pourquoi? Exemple tout simple, vous connaissez, j'imagine, pour certains. Si j'ai mis 10 ans à savoir vous régler un problème qui vous coûte 10 000 € par jour, et je peux vous le régler en 1 minute, combien vaut, et je suis le seul à pouvoir le faire, combien vaut cette minute? Est-ce qu'elle vaut 10 000 €? Est-ce qu'elle vaut 1 million d'euros? Est-ce qu'elle vaut 12 euros, 10 centimes? On voit bien que la réalité n'a pas beaucoup de réponses en fonction du temps. On voit bien que ça dépend de la valeur de ce que vous avez envie de mettre comme toujours. Quel est le prix que vous êtes prêt à payer pour cette prestation? Point barre. Si on arrive à décorréler le temps du prix, on arrive à s'ouvrir à beaucoup plus de choses quand on est acheteur. Et je pense que c'est précieux pour la suite, notamment de ce qu'on va échanger aujourd'hui. On peut prendre les choses à l'inverse et se dire que dans ce cas-là, c'est peut-être au client, à l'acheteur de donner son budget. Mais finalement, si je me mets à la place d'un acheteur, surtout dans un domaine que je maîtrise pas vraiment, je vais avoir des réticences à dévoiler mon budget parce que j'ai peur de pas être, de pas bien estimer Ouais, je le vois ce que tu veux dire. montant. Alors finalement, est-ce que on a intérêt en tant qu'acheteur à dévoiler son budget ou pas? Alors, oui, oui et oui. Pour autant, ce n'est jamais fait. Donc, je vais m'expliquer. On a tous un budget, qu'il soit conscient ou inconscient. Ce week-end, j'ai été voir un magasin de meubles avec ma femme. C'est véridique, hein. Ils ne m'inventent pas cet exemple. Et ils nous ont demandé, on cherche des canapés, en bref, ils nous ont demandé quel est notre budget. Ma femme a répondu, bon, on n'a pas vraiment de budget. C'est la réponse de beaucoup, hein, en fait. Quand on a un commerçant qui nous demande son budget, on dit, oh, bon, on n'a pas vraiment de budget. Enfin, pas toujours, mais c'est souvent une réponse. Parce que finalement, on ne sait pas donner un budget avant d'y aller. C'est vrai, hein. Mais on a tous un budget. Si jamais il nous propose un canapé à 100 000 €, je pense qu'il sera hors budget. S'il nous propose un canapé à 10 €, je pense qu'on peut aller plus loin. On a toujours un budget. Peu importe, qu'on soit sur un gros projet en tant qu'acheteur, on a un budget quelque part. Le courage et le bon sens, en fait, c'est de le donner. Mais évidemment, quand on donne un budget, on a peur d'une chose, de se faire arnaquer. C'est pas qu'on a peur, Jessica, je pense, de passer pour un imbécile, quoique ça peut arriver parce qu'on donne un budget qui est complètement incohérent avec le marché. Je pense qu'on a surtout peur de se faire arnaquer. Et que si je donne 100, ben, le prestataire va me le vendre 100, en fait. C'est pas bête comme raisonnement. Moi, j'ai un autre raisonnement. C'est quand on donne un budget et qu'on a un projet, on va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus sérieux tout de suite. Ça donne de la confiance. Mettez-vous 5 minutes du côté du prestataire. 90% du temps, avant qu'on travaille ce point-là chez Ayrton, on ne donnait pas le budget du client. Le client ne parlait pas de budget, où il nous disait, bah, à vous de nous donner le budget, en fait. Et on travaille du coup à imaginer une solution technique assez innovante, complexe, à prédire des choses, on y reviendra tout à l'heure, mais en même temps à se dire quel est le prêt à payer de ce client. Est-ce que c'est un client du CAC 40? Est-ce que c'est une startup? Combien il est prêt à mettre? Et ça nous pollue. Et on va faire énormément de travail, on va présenter ce devis et on va avoir en face un acheteur qui va nous dire, ah mais c'est pas dans mon budget. Systématiquement, c'est dans mon budget, soit c'est pas dans mon budget. Donc il aura cette réaction de dire c'est ou c'est pas dans mon budget. Donc il avait un budget, donc il aurait pu le communiquer avant. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut faire confiance. Il faut se faire confiance, il faut faire confiance à son prestataire.
Il faut lui donner un budget, un vrai budget que vous avez, et il faut le mettre en concurrence avec 2, 3 autres prestataires. Comme ça, vous êtes certain que votre prestataire va faire le mieux possible dans le budget que vous avez donné. Il ne va pas faire plus ou faire extrêmement moins, il va faire quelque chose d'adapté. Et je pense que là, vous allez gagner quelques précieuses heures. Et vous verrez dans le regard de vos prestataires que quand vous commencez à donner vos budgets, les gens vous respectent aussi un peu plus et sont beaucoup plus motivés à travailler sur votre devis parce qu'ils sont dans un cadre. Ils savent, ils se sentent mieux dans ce cadre-là. Donc, attention à ne pas confondre le prix de vente et le temps que passe un prestataire. C'est deux choses qui n'ont vraiment rien à voir. Et pensez à donner votre budget, même une fourchette. Même si vous êtes hyper novice, pensez à dire ce que vous avez en tête. Et la personne vous dira de toute façon, ah mais non, ici, monsieur, il n'y a pas de canapé en dessous de 3000 euros. Soit, why not? Eh ben, vous sortez de la boutique. Si vous avez 500 euros de budget, qu'il n'y a pas un seul canapé en dessous de 3000 euros, vous avez gagné un temps de malade, votre interlocuteur aussi, et il vous respectera pour ça, je pense. Oui, c'est vrai. Après, il y a peut-être aussi une légère nuance à apporter entre, suivant le type de projet. Finalement, on l'a pas encore expliqué. Derrière l'ingénierie, on peut mettre beaucoup de choses. Nous sommes particulièrement dans l'IoT, dans les objets, les produits connectés et intelligents. Il y a une dimension d'innovation. Est-ce que lorsque nous sommes dans un projet innovant, avec beaucoup d'innovation, il y a là aussi des subtilités par rapport à cette évaluation du temps, du budget. Oui, ouais, tu as raison. En fait, le prix, le temps n'a pas beaucoup de rapport avec le prix de vente. Moi, j'en suis persuadé. Il faut en être persuadé. Pour autant, pour un prestataire, il va toujours se poser la question de sa structure de coût quand il définit un prix de vente. Que je définisse de vous vendre quelque chose 100 000 euros, 1 million d'euros ou 10 000 euros, je vais toujours me poser la question de ce que ça me coûte, que ça me coûte 1 euro ou plus. Et ce qui coûte le plus cher quand on fait de la prestation de service, c'est souvent son temps. C'est un centre de coût. Donc, je ne dis pas que le temps n'est pas important, je dis juste qu'il est décorrélé du prix de vente. Et prenons l'exemple d'un avocat qui serait spécialisé dans les divorces. Désolé, c'est pas très fun, c'est l'exemple qui me vient. Un avocat spécialisé dans les divorces, si ça fait 20 ans qu'il fait des divorces, a priori, pour estimer les coûts de sa prestation, je dis bien les coûts, attention, pas le prix de vente, il va connaître un peu les paramètres. L'état du couple, est-ce que c'est un couple qui se déchire, est-ce que c'est un couple tout à fait en bon terme, l'état du patrimoine, est-ce qu'il y a des enfants? Ils connaissent les paramètres qui régissent ce qui va lui prendre du temps. Je pense qu'il y a toujours du risque. À mon avis, il peut avoir 20 ans d'expérience. Je pense qu'il doit avoir des surprises, mais qui seraient quand même un peu bornées. Donc, le coût de sa prestation, il le maîtrise. Son prix de vente, ça va dépendre de sa réputation. Si c'est l'avocat hyper réputé de la place parisienne de divorce de star et qu'on a une star, je pense qu'il va être plus cher qu'un avocat lambda. Encore une fois, vous voyez la décorrélation entre le temps et le prix de vente. Si c'est un plombier qui est spécialisé dans les salles de bain, les rénovations de salles de bain, et que c'est sa millième salle de bain rénovée, a priori, lui aussi, il saura estimer la matière première et les coûts de prestation de service qu'il aura. Quand on est dans l'innovation, si on demande à Elon Musk, il y a 7 ans, combien va coûter la création de la première Tesla Model S, je ne suis pas sûr qu'il y arrive à imaginer son coût et encore moins un prix de vente. Quand on est venu nous voir chez Ayrton en 2014, je ne sais plus, 15, comment faire un gilet pour motard totalement sans fil, sans câble pour sauver des vies, alors qu'on sait faire de l'électronique, on sait faire de la plasturgie, on sait faire du logiciel embarqué, c'est extrêmement difficile pour nous d'estimer nos propres coûts. Alors le prix de vente, on peut l'inventer, mais est-ce qu'on va être rentable, est-ce qu'on va pas l'être, on ne sait pas. Il faut comprendre un point essentiel, et vous avez tous vécu ça, l'être humain ne sait pas prévoir le temps qu'il va mettre pour accomplir une tâche, point barre. Prédire le temps est quelque chose d'extrêmement difficile. Il faut toujours plus de temps que prévu pour faire quelque chose. Il y a une loi qui régit ça, c'est la loi de Hofstadter, vous pourrez regarder sur Internet, qui régit le fait qu'on se trompe toujours. On n'est pas bon, l'être humain n'est pas bon avec le temps. Donc plus c'est innovant, plus cette problématique est extrême. Je reprends mon exemple d'avocat. Bon, si c'est trompé, ça sera gérable, spécialisé dans le divorce. Si pour autant je vais voir ce même avocat et je lui demande quelque chose d'absolument incroyable, qui sort de tout ce qu'il a fait depuis toujours, qui n'a jamais été fait par un avocat, il va se tromper fois 10 par rapport à son estimation. Et donc son prix et sa marge
risque d'être totalement décorrélé. Oui, donc finalement, ce qu'on voit, c'est que d'autant plus dans un projet et un environnement innovant, vu qu'il y a encore plus d'incertitudes, c'est encore plus difficile et incohérent de chercher à baser son prix sur du temps et d'être Je sur crois. un certain cadre rigide sur ce plan-là, Je peut-être. crois et je pense que justement les acheteurs, ceux qui sont avec nous là aujourd'hui, doivent comprendre ce problème-là, que ce soit pour faire un site web ou quelque chose d'extrêmement, complexe. On doit avoir ça en tête quand on va travailler avec un prestataire, avant même de travailler avec lui. Comment on va contractualiser, je pense qu'on va en parler. Quand on a compris ça, ça se passe tellement mieux avec son prestataire. On évite des frustrations inutiles. Alors, il y a des prestataires qui sont pas bons, hein, il y a des gens qui sont extrêmement bons. Bien sûr, ça ne change rien à ça. Mais la manière de contractualiser, la manière de détecter, la manière de faire des projets plus innovants, de partir de choses avec des visions un peu floues, mais quand même de partir quand même, je pense que ça va vous aider. Voilà, en tout cas, j'espère.